Bonsoir. Donc, on va démarrer notre soirée de comment lutter contre les fisco-trafiquants. Avant de savoir comment lutter contre, on va aussi essayer de comprendre qui ils sont et comment ils fonctionnent. Donc, pour faire un petit tour d'horizon sur cette réalité-là, on va avoir d'abord la prise de parole de Christian Savestre, qui est militant à Attaque Bruxelles 2. Et qui nous a déjà fait un petit exposé interne qu'on a trouvé tellement intéressant qu'on a voulu qu'il nous fasse en public. Je ne connais pas son parcours professionnel, mais visiblement il a mis la main dans ce genre de choses. Il va nous expliquer en particulier, si je synthétise bien Christian, les Big Four et leur mode de fonctionnement, ce qu'ils représentent, comment ils sont incrustés dans notre société globalisée. Et puis François Gaume, qui est militant réseau justice fiscale depuis bien longtemps. Il va se présenter tout seul parce qu'il a plein de choses à présenter. Et donc il fera une analyse après la présentation. Christian ne va pas nous faire une présentation théoricienne compliquée parce qu'un de ses principes essentiels, c'est que cette réalité de fiscalité et d'économie on doit se l'approprier en tant que citoyens ordinaires. Ok. Bonsoir, merci d'être venu. Je m'appelle Christian Savestre. Je suis un militant tout récent chez Attaque. En fait, moi j'ai travaillé dans le domaine de contrôle de gestion financier toute ma vie professionnelle. Et je n'ai pas travaillé chez ces Big Four, mais j'ai travaillé avec ces Big Four. Tous sans exception, y compris les 6 qui les suivent et qui constituent le peloton de tête des 10. Car je travaillais chez des clients des Big Four. En fait. Donc je les ai notamment fréquentés dans tout ce qui est audit et certification des comptes et conseil en matière de système d'information, schéma directeur de système d'information, etc. Donc je connais bien leur manière industrielle de gérer les choses, que ce soit du commissariat aux comptes, de l'audit, ou, et c'est là que je n'ai pas eu l'occasion de les fréquenter à ce sujet-là, ou de l'optimisation fiscale. Mais ce sont vraiment des industriels, car ils systématisent tout. Voilà. Donc moi, mon propos aujourd'hui, c'est absolument pas un propos de spécialiste, surtout pas. C'est le propos de quelqu'un qui a constaté à quel point ils sont puissants, à quel point ils savent imposer leurs normes, voire leur idéologie, et quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi ils passent systématiquement sous les radars, y compris, même si on en parle un petit peu, lors des scandales type LuxLeaks et compagnie. Voilà. François, qui lui milite depuis beaucoup plus longtemps que moi, aura une approche plus fondée sur les principes. Donc les deux approches sont complémentaires. Moi, ma conviction, c'est que si on laisse aux experts le soin de débattre de cette question, ça va devenir un débat d'experts et le citoyen ne sera pas sensibilisé. On a un bon exemple en France, je suis français, vivant en Belgique, mais pas exilé fiscal. La loi travail, avec Macron, c'est un sujet qui touche tous les citoyens, mais c'est un sujet hyper technique, en tout cas qui a été présenté par les initiateurs comme très technique, et tout le monde a décroché. Voilà. Voilà, vous avez vu le titre, et je crois qu'effectivement, on ne peut pas les combattre si on les connaît pas. Alors je ne sais pas, ici, vous connaissez les Big Four, ou au contraire, vous connaissez le nom, la formule, et c'est tout? Christian, je te conseille de présenter vraiment, parce qu'il y a forcément moins une personne dans la salle qui ne le sait pas. Moi, au départ, je ne sais rien du tout. Ok, ça va, continuons. En fait, j'ai cherché à trouver un symbole
avant de rentrer dans plus de détails, pour mieux faire ressentir ce qu'ils sont. En tout cas, moi, ce que je ressens. Et j'avais du mal à trouver, et j'ai trouvé ça. Enfin, c'est pas moi qui ai trouvé ça, c'est une prof d'université qui, il y a une quinzaine d'années, a fait une étude sur le cabinet de stratégie McKinsey, qui est mondialement connu. Et le directeur de l'époque de McKinsey Monde, qui était un Indien, a comparé les cabinets conseils, dont font partie les Big Four, à l'arbre banyan. Je ne savais absolument pas ce que c'était qu'un arbre banyan. Ben voilà, c'est ça. Donc déjà, on a l'impression que c'est une forêt. Mais non, ce n'est pas une forêt, c'est un seul arbre. Et cet arbre, je vais vous donner juste un exemple. Et puis le symbole s'arrêtera là. C'est un arbre, on parle souvent de l'arbre qui marche. Donc les Big Four, effectivement, ils marchent, ils avancent. Il suffit de voir leur taux de progression absolument considérable, tant en chiffre d'affaires qu'en effectif, année après année. Après, c'est un arbre qui peut atteindre des dimensions absolument considérables. Là où on trouve le plus gros, c'est en Inde, dans la province du Bengale. Et là, il y a un arbre, le plus gros connu, qui a la taille de 2 terrains de football. Alors, on parle aussi de ces arbres. On les définit autrement. On dit que on les traite de figuiers étrangleurs. Ils ont une certaine capacité à étouffer tous les autres arbres qui se trouvent sur leur chemin. Et on dit aussi, quelquefois, on les qualifie d'arbres de la sagesse et de la connaissance. Eh bien, pour moi, on pourrait presque s'arrêter là. Les Big Four, c'est vraiment ça. Ils sont en marche, ils sont pieuvres, ils sont tentaculaires, ils sont principaux et périphériques, comme l'arbre. Ils sont étrangleurs, ça c'est vrai. Ils sont étouffeurs, mais on parle d'eux aussi en disant qu'ils savent, et que ce sont des sages, au moins pour la représentation officielle. Ben voilà, tout y est. Souvenez-vous, les Big Four, c'est l'arbre banyan. Donc, c'est vraiment un bon symbole. Alors, avant d'aller plus loin, sachez qu'ils sont vraiment tentaculaires, ils sont implantés dans 180 pays. À l'ONU, je crois qu'il y a 195 pays. Hein. Donc ça veut dire qu'ils sont partout. Encore plus que les multinationales. Mais ils ont la nécessité d'être partout pour mener à bien leur process industriel d'évasion fiscale. Ils font un chiffre d'affaires de 134 milliards de dollars, ce qui les positionne parmi tous ensemble, les quatre réunis, ce qui les positionne parmi les entreprises les plus importantes, de mémoire 29e dans le monde, et passent en dessous des radars. Ils sont à peu près 950 000 personnes. Ils ont évidemment des dizaines de milliers de clients. À l'intérieur de ces clients, il y a toutes les grosses boîtes, toutes les boîtes cotées en bourse. Mais il y a aussi les très riches particuliers. Là, ils sont très peu diserts sur leur clientèle de particuliers. Quand vous prenez toutes leurs plaquettes, quand vous allez voir tous leurs sites, ils n'en parlent pas. Mais ils ont des packages pour gérer les actifs, les fortunes. Pas des riches simplement, des ultra riches ou des super riches. Mais ça ils ne le disent pas. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ont des moyens considérables. Donc, on y reviendra après. J'ai étudié 40 paradis fiscaux, très différents les uns des autres, des gros comme le UK, des petits comme les petites îles exotiques. Eh bien, dans l'ensemble de ces 40 paradis fiscaux, il y a 225 000 personnes, Big Four. Eh bien,
les pays concernés ont une activité économique qui en justifierait la présence de seulement 100 000. Ça veut dire que dans ces paradis fiscaux, ils entretiennent une population de 125 000 personnes qui se consacrent à l'évasion fiscale. Ils sont évidemment hyper présents dans le domaine public, aussi bien auprès des gouvernements que des institutions européennes, internationales, etc., etc. Ils font beaucoup de lobbying. Mais ils font partie aussi des employeurs qui sont les employeurs préférés des jeunes diplômés. En tout cas, des jeunes diplômés qui ont fait des études économiques. C'est sans doute le plus grand recruteur mondial, puisque chaque année, il recrute 240 000 personnes. Et c'est en augmentation tous les ans. Alors pourquoi il recrute tant de monde? Parce que c'est un système pyramidal, et donc il faut évidemment qu'à un moment donné, au bout de 2-3 ans, ils partent. Mais en général, ils partent où? Ils partent chez les clients des Big Four. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'ils inondent le marché. Et chaque année, il y a à peu près 165 000 personnes qui sont embauchées, qui viennent des Big Four pour être embauchées par les clients. Donc ça contribue à propager une forme de pensée dominante. Voilà. Comme tu nous avais dit le fois, c'est un formatage quelque part. Oui, tout à fait. On a une série de jeunes compétents qui sont formatés et redispatchés dans les États, dans les... On y reviendra, mais il y a quelle est l'entreprise qui peut prétendre, ou même l'institution qui peut prétendre formater dans une langue unique, en plus en anglais, aux 4 coins du monde, dans 180 pays, autant de personnes chaque année. Il n'y a pas d'équivalent. Hein. Voilà. Alors, le rappel du contexte, simplement, je le rappelle pour dire que moi, je crois que le premier bouquin sur l'évasion fiscale, je l'ai lu il y a 50 ans. Moi, ma perception, c'est qu'il n'y a rien changé, et qu'au contraire, l'évasion fiscale et le nombre de paradis fiscaux n'a fait que s'accroître. J'ai lu un tas de bouquins, un tas de notes techniques, un tas d'informations depuis sur cette période de 50 ans, et rien qui se passe. Par contre, on ne voit pas beaucoup de choses sur les Big Four, qui, eux, comme l'arbre Magnan, n'ont fait que prospérer. Donc, je me dis qu'il y a un problème et qu'il faut absolument dénoncer, porter vraiment accusation, pour que le citoyen se rende compte de ce qui se passe. Je ne sais pas si certains ont lu les 3 bouquins qui sont une sorte de suite logique de Suzanne Georges, membre fondateur d'Attaque. Elle a écrit le rapport Lugano 1, où c'est un comité d'experts qui se réunit, mandaté par des puissants. Les puissants, on ne les connaît pas, ce sont nous des dirigeants de multinationales, des dirigeants politiques, etc., etc. Et les experts leur donnent leurs recommandations à ces puissants. Ça, c'était le rapport Lugano 1. Après, elle fait 12 ans après le rapport Lugano 2, où elle décrit, à nouveau les experts se réunissent, ils sont à nouveau mandatés par les puissants, et le sous-titre de son bouquin, c'est cette fois la fin de la démocratie. Et puis après, elle a écrit un 3e bouquin, Les usurpateurs, en parlant des multinationales. Écoutez, d'abord ces bouquins se lisent très très bien, parce qu'ils ne sont pas techniques, et on a vraiment l'impression, des années après, de vivre ce que cette personne visionnaire a décrit. Il faut vraiment lire ces 3 bouquins, si je peux me permettre de donner un conseil. Voilà, alors on a tous les... J'ai listé les différents événements qui se sont passés avec les LuxLeaks. Ça a commencé en 2014 avec les Offshore Leaks. Après, on a eu en 2015 les Swiss Leaks. Après, en 2016, on a eu les Panama Papers. En 2017, on a eu les Paradise Papers.
Bon, finalement, ça continue, quoi. Hein. On jette en pâture au public quelques noms de personnes privées, quelques noms de boîtes, mais ça continue comme avant. Et à tel point d'ailleurs que maintenant on cherche à modifier le vocabulaire. Hein. Déjà, on parle systématiquement d'évasion fiscale, alors d'optimisation fiscale, alors qu'on devrait parler d'évasion fiscale, car c'est vraiment la définition du dictionnaire. L'évasion fiscale, c'est le fait de jouer sur les réglementations de différents pays pour diminuer sa dette fiscale. Mais on préfère parler d'optimisation parce qu'avec optimisation, il y a une connotation de bonne gestion, donc si tu n'optimises pas, c'est que tu es un peu con, tandis que, en fait, c'est de l'évasion. Okay. Et maintenant, donc vous avez entendu, c'est tout frais, il n'y a plus de paradis fiscaux en Europe. Or, quand on fait l'analyse, le centre de l'évasion fiscale, les moyens les plus importants d'évoluer à l'évasion fiscale par les Big Four, c'est en Europe que ça se passe. Et de loin, avec le UK en tête, avec les Pays-Bas derrière, avec le Luxembourg, avec la Belgique. Mais on préfère mettre le projecteur sur les petites îles paradisiaques en disant, bon voilà, non, c'est au centre de l'Europe que l'évasion fiscale s'effectue, se prépare. Alors évidemment, ils ont besoin de relais, mais c'est là que ça se passe. Et donc, oui, il y a toujours des paradis fiscaux. Ça c'est clair. Alors maintenant, après avoir dit qu'il n'y avait plus de paradis fiscaux, Moscovici, le commissaire européen à la finance, à la fiscalité, etc., a changé un peu son propos. Il a dit qu'il y avait des trous noirs. Mais bon, donc il dit oui, il y a quand même beaucoup de trous noirs en Europe. J'ai dit qu'il n'y avait plus de paradis fiscaux parce que ces pays obéissaient à un certain nombre de règles, de normes, de communication d'information. Donc ce qui veut dire que lui-même dit que finalement, les règles qu'ils prétendent mettre en œuvre, en fait, c'est un peu de la bouillie pour les chats. Voilà. Donc, tous ces scandales, non. Et malheureusement pour les lanceurs d'alerte qui ont eu le courage de mettre en jeu leur vie professionnelle, voire un peu plus, quand vous regardez les effectifs, on aura peut-être le temps d'en parler, les effectifs de PwC au Luxembourg, vous voyez que, même pas peur, comme dirait l'autre, hein, les LuxLeaks sont éclatés en octobre-novembre 2014. Quand vous regardez la progression du chiffre d'affaires, la progression des effectifs de PwC au Luxembourg, aucun problème, ça continue à croître de l'ordre de 7-8% par an. D'ailleurs, tous les Big Four au Luxembourg se sont tous lancés dans des programmes immobiliers considérables, des immeubles pharaoniques, 30 000 m² pour l'un, 20 000 m² pour l'autre, donc ça prospère comme jamais. Pendant que j'y pense, toutes les banques, avant la crise de 2007-2008, étaient auditées, plus qu'auditées. Leurs comptes étaient certifiés, évidemment, par les Big Four. Hein. Mais ils n'ont rien vu. Hein. Ils ont certifié les comptes sincères et véritables. Et quand vous prenez leur brochure, ils se vantent de faire du risque. Ils se qualifient de risk advisors dans leurs activités de conseil. Belfius, à ma connaissance, a toujours Deloitte comme commissaire aux comptes, et ça depuis des années et des années. Alors les cadres, vous les connaissez, Deloitte, PwC, EY en anglais, Ernst & Young anciennement, et puis KPMG. Donc ça, on en a parlé. Retenez bien quand même, parce que ça, c'est si tu peux revenir, s'il te plaît. Voilà. Les flux d'entrée 240 000 chaque année, et c'est en progression de l'ordre de 7 à 8% par an, et les flux de sortie de gens qui ont fait 2-3 ans à l'intérieur, 175 000 par an.
Alors, ils ont quand même une spécificité, ils font partie des plus grandes entreprises mondiales, mais c'est plus que ça. Parce qu'en fait, quand on les compare par rapport aux autres entreprises qui sont dans le peloton de tête des boîtes au niveau du chiffre d'affaires ou au niveau des effectifs, eux, ils font que de la prestation intellectuelle. Hein, que de la prestation intellectuelle. Donc, voilà. En audit, assurance, en anglais, il faut se méfier des faux amis, là, ça veut dire audit et certification des comptes. 35% de leur activité. Taxes, en moyenne, dans le monde entier, 23%. Mais c'est inégal. Quand on regarde l'activité taxe dans les paradis fiscaux, elle est évidemment plus importante. On a encore l'information, mais il y a une loi européenne, semble-t-il, qui est sortie, et maintenant, depuis l'année 2017, il y a pas mal de pays dans lesquels les Big Four ne déclarent plus leur activité au niveau national selon cette répartition. Ils invoquent une règle européenne qui fait que vous ne pouvez plus voir la différence entre audit, taxe et advisory. Donc, on ne va pas vers une amélioration de la transparence. C'est très opaque. Vous pouvez préciser, c'est quoi l'audit et les taxes pour ceux qui ne mettraient pas? L'audit, en fait, à l'intérieur de l'audit, il y a deux natures d'activité. Vous avez des boîtes qui disent, oh là, j'ai des problèmes avec ma comptabilité, mon système d'organisation comptable, etc. Je vais demander un audit pour voir ce qui ne va pas. Mais il n'y a pas de certification de compte. Donc la deuxième partie, c'est la certification du compte. Ce sont des obligations légales. Et donc, à ce moment-là, l'auditeur arrive et il fait un audit pour dire, bah oui, comme on dit, selon le jargon consacré, la comptabilité est sincère et véritable. Donc là, c'est une activité légale, puisque dès que vous commencez à devenir une boîte un peu importante, il y a des critères de chiffre d'affaires, de total bilan interne, qui fait que vous avez l'obligation de faire certifier vos comptes par ce qu'on appelle un commissaire aux comptes ou un réviseur. Donc ça, c'est la fonction, en anglais, assurance, audit assurance. Quoi. Voilà. Après, taxes, ils font du conseil fiscal. Hein. Donc là, le nœud, c'est évidemment l'évasion fiscale. J'allais dire optimisation, vous voyez, donc ma langue est fourchée, donc c'est dire à quel point ça rentre dans les esprits. Et puis le conseil, alors là, le conseil, moi j'ai beaucoup travaillé avec eux, c'est dans tous les domaines. Ils ont été longtemps, c'était longtemps le conseil en système d'information pour toutes les fonctions de l'entreprise. Et ils ont vraiment industrialisé ça de manière remarquable. Ce sont des pros, hein. Donc ils sont pros partout. Hein. Et puis maintenant, ils font du conseil en tout. Toutes les nouvelles politiques publiques en France, par exemple, hein, pour diminuer le nombre de fonctionnaires, machin, etc., c'est eux qui établissent ça. Hein. Ils sont, on verra plus loin, ils font de mémoire 17 milliards de chiffre d'affaires avec le secteur public. Vous avez un exemple en Belgique, là, comment elle s'appelle, votre ministre de la Santé, Maggie De Bloch, elle fait faire un audit des maisons de santé qu'elle juge pas comme il faut. Eh bien, à qui s'adresse-t-elle? KPMG. Enfin, un des quatre, à coup sûr. Voilà. Alors, ils font de la prestation intellectuelle, mais il faut vraiment retenir ça parce qu'ils s'abritent derrière leur respectabilité. Alors, ils sont respectables, pourquoi? Parce que ce sont des certificateurs légaux de compte. Donc, ils ont passé la crise sans aucun problème. Hein. Ils se sont complètement plantés sur les comptes de toutes les banques, et ils continuent à tenir le haut du pavé. Ils se sont même concentrés depuis. Ils sont quasi auteurs uniques de normes comptables internationales. Donc le plus beau, c'est qu'ils participent aux réunions de 2 institutions internationales pour les normes comptables, mais en même temps, ils les financent. Ça, il y a un type qui est absolument admirable en Angleterre, qui est professeur d'université Prem Sikka, qui démontre tout ça, qui est d'une violence justifiée, à mon avis, incroyable là-dessus, mais ils sont jugés partis. Mais pas de problème.
Ils prescrivent moult concepts dans de nombreuses fonctions de l'entreprise, en tous les domaines, en ressources humaines, en informatique. Maintenant, ils sont lancés, ils ont déjà beaucoup d'avance dans l'utilisation des systèmes blockchain et compagnie. Dans le numérique, voilà. Les systèmes d'information, je vous en ai parlé. Ils font des enquêtes systématiques dans tous les pays, voire au niveau du monde de la planète. Là, Davos commence, ils sont tous présents. Hein. Ils sont tous présents là-bas, hein, bien sûr. Et puis, ça je vous en ai parlé de Catherine. Voilà. Continuons. Donc, 180 implantations à peu près. Oui, il y a 193 pays membres de l'ONU, hein, plus 4 reconnus par l'ONU, dont la Palestine. Ils sont dans tous les paradis fiscaux. Dans tous les paradis fiscaux. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'activité économique. Hein. Au Luxembourg, vous savez combien il y a d'actifs? Il y a 236 000 actifs au Luxembourg. Ils sont 7 900, les 4. Ça fait un Big Four pour 36 actifs. Et encore, je ne compte pas les 6 qui viennent derrière les 4 premiers. Donc il y a un Big Four qui se cache derrière chaque poteau, hein, parce qu'en plus il y a des paysans aussi, il y a des fermes et tout ça au Luxembourg. Donc si on prend uniquement les citadins, vous voyez ce que ça donne. Le renard, le renard est vraiment dans le poulailler, comme dit Eva Joly, hein, avec Juncker à la tête de la Commission. Ils sont obligés d'être dans les paradis fiscaux, parce que chaque paradis fiscal a sa spécialité. Et donc, d'ailleurs, quand vous prenez les 6 boîtes derrière eux, elles sont plus petites, mais on constate qu'elles sont également là, toutes implantées, voire dans certains cas à leur échelle, plus implantées dans les paradis fiscaux que les Big Four. Donc, ça veut dire une chose, c'est que la condition de succès, pour reprendre les termes de ces éminents consultants, la condition de succès, c'est, dans ce type de boulot, c'est être implanté dans les paradis fiscaux. Alors, je reviens là-dessus parce que moi, personnellement, ça m'impressionne beaucoup et je pense que c'est un truc clé. Il n'y a pas de boîte qui puisse formater et même faire de la propagande, selon moi, à une telle échelle. Donc, je rappelle, 240 000 personnes recrutées annuellement, 175 000 qui se taillent au bout de 2-3 ans vers les clients, et l'augmentation moyenne annuelle des recrutements est de 7,4. Donc à 5 ans et à ce rythme, vous avez 1 500 000 personnes qui sont recrutées par les Big Four, vous vous rendez compte? Et vous en avez 1 100 000 qui sont les anciens Big Four de 4 ans, qui vont bosser chez les clients. Et puis, vous avez un stock, ceux qui restent chez le Big Four, à ce rythme-là, dans 5 ans, vous aurez 1 350 000 personnes, ils sont 950 000 à l'heure actuelle. Donc, il n'y a pas de boîte qui génère de tels bataillons d'experts. À titre indicatif, je me suis amusé à regarder combien il y avait d'étudiants post-bac, toutes filières confondues, et toutes études confondues, courtes ou longues, en France. Il y a 2 551 000 étudiants. OK? Et à fin 2015. Et pour ceux qui sont inscrits dans les écoles de commerce, de gestion et de comptabilité, il y en a 136 000. Toutes années confondues. Donc, vous vous rendez compte la disproportion des moyens. Parce qu'en fait, il y a un sociologue qui a écrit un bouquin absolument passionnant, bon, il n'y a pas un chiffre, hein, c'est un bouquin de sociologue, sur les Big Four. Il dit être recruté par un Big Four, pourquoi les jeunes, ils veulent aller bosser là-bas? Alors, c'est pas spécialement marrant.
On bosse, on fait beaucoup d'heures. Bon, on est relativement bien payé. Mais bon, on est taillable et corvéable à merci. Eh bien, c'est le statut. C'est l'impression d'appartenir à une élite. Voilà. Alors, Mais qui donne cette reconnaissance? qui donne cette confiance à cette soi-disant élite? C'est Qui l'ONU, c'est le gouvernement, c'est quoi? Ah ben, c'est pour moi, je vais vous donner un exemple, pour essayer toujours des exemples concrets. Je vois sur 2 sites de Big Four qu'ils sont membres de fondations ou de think tanks, hein, de cercles de réflexion. Notamment, il y en a un qui attire mon regard, c'est l'Institut Montaigne. Pourquoi ça attire mon regard à Paris? Parce que l'Institut Montaigne, il est connu parce que Macron, qui est maintenant malheureusement notre président, il a un ami intime qui s'appelle Laurent Bigorgne, qui est le directeur général de l'Institut Montaigne. Le président de l'Institut Montaigne, c'est l'ex-patron d'AXA, Henri de Castres. Eh bien, je suis allé voir sur le site de cette fondation. Tous les mois, à peu près, ou tous les 2 mois, ils sortent des études. Et qui c'est qui participe aux études? Qui c'est qui est contributeur aux études? Qui c'est qui est rapporteur de certaines études? Ben, vous trouvez les Big Four, PwC, et puis KPMG notamment, sur des sujets, quelle est l'Europe qu'il nous faut? Comment organiser les régions en France? Comment fédérer les communes? Ils ont un avis sur tout, ils sont prescripteurs sur tout. Et donc, ils ont infiltré l'administration, et bah, quand vous appelez Macron, il les a côtoyés, hein, il les connaît par cœur, il était banquier d'affaires. C'est lui qui a fait la transaction entre la division alimentaire de Pfizer et Nestlé. D'ailleurs, moi je trouve qu'il a été mal payé, même si c'est des sommes considérables, 2 millions, mais quand on fait des transactions comme ça à plus de 15 milliards, je crois de mémoire, on touche beaucoup plus. Donc c'est un peu étrange, ou alors c'est un philanthrope. Mais bon, voilà. Donc il connaît parfaitement. Dans un deal comme ça, il est impossible de ne pas traiter les aspects fiscaux entre une boîte américaine et une boîte suisse. D'ailleurs, quand vous regardez, mais ça c'est écrit en tout petit comme dans les contrats d'assurance, au pied des documents, quand vous regardez où les sociétés qui gèrent toutes les implantations de chacun des Big Four sont implantées, sont immatriculées. Elles sont toutes immatriculées au UK ou en Suisse. Il y en a même, au-delà des Big Four, le 10e, dont j'ai oublié le nom, ça ressemble à Nexia, il est immatriculé sur l'île de Man. Donc, et quand vous prenez les implantations, par exemple, des Big Four aux États-Unis, donc PwC USA, Deloitte USA, KPMG USA et EY USA, où sont-ils immatriculés? Sans exception, au Delaware, qui est, paraît-il, le plus grand paradis fiscal du monde, et sur lequel on a très très peu d'informations. Voilà. Donc, ils sont hyper puissants. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas que des entreprises comme clients, ils ont aussi les super riches. Et voilà, si vous êtes super riche, ils ont des packages qui s'appellent Family Office. Donc là, ils gèrent votre patrimoine, ils gèrent éventuellement votre succession. Si vous faites partie d'une famille un peu tuyau de poil et qu'il y a des conflits, et bien à ce moment-là, ils vont jouer le rôle de médiateur, etc., etc. Si vous avez envie d'acheter un yacht ou d'acheter un jet privé, il n'y a pas de problème. Il y a des plaquettes superbes que vous trouvez sur des sites, j'imaginais pas qu'on pouvait trouver ça. Il y a même des salons du Family Office. Il y en a un notamment qui se déroule au Grand Caïman. Et là, vous avez les Happy Few qui viennent, et puis voilà, ils
ils font leur choix. Enfin, le citoyen lambda, il ne peut pas imaginer ça. Mais en même temps, il conseille les gouvernements. Hein. Et il leur facture leurs honoraires. Croyez-moi, les honoraires, c'est cher. Hein. Ils sont dans les gouvernements. Et ils sont dans les multinationales et tout ça. Ah oui, évidemment. Ils ne demandent pas le conseil. Ils sont au centre. Dans Ils sont au centre. Il n'y a pas une grande boîte qui leur Le verre est dans le échappe. fruit. Comment? Le verre est dans le fruit. Oui, notamment, il est dans le fruit en Europe, dans l'Union européenne, parce qu'il est dans le fruit au tout départ, puisque les 6 pays fondateurs, oui, c'est bien 6, hein, c'est ça, il y en a 3. Il y en a 3 qui sont des paradis fiscaux. Les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Ça ne veut pas dire que les autres sont exempts de tout reproche, loin de là, hein, mais voilà. Oui, ça c'était juste pour m'amuser. L'arbre banyan s'étend. Quand vous voyez leur nombre de clients, ils n'annoncent pas toujours leur nombre de clients, mais si c'était limité aux multinationales, ils auraient moins de clients que les nombres qu'on voit apparaître de droite ou de gauche, parce que ce sont des experts en matière d'information, etc. Mais pour parler d'eux, ils sont quelquefois assez opaques. Donc ils ont quand même des dizaines de milliers de clients, ça veut dire qu'ils sont descendus dans le hit parade des entreprises. Et ils ont beaucoup de grosses PME comme clients également. Voilà. Eux, vraiment, les petites PME, ça, non. Bon, de toute façon, c'est impossible. Hein. C'est impossible, c'est trop cher. C'est un peu comme le fraudeur et celui qui s'évade. Hein. Finalement, celui qui s'évade, il a les moyens de s'évader. Tandis que celui qui fraude, quelquefois, il n'a pas les moyens de payer les honoraires de celui qui va s'évader. Les cavales, ça coûte toujours très, très, très cher. Hein. On lit ça dans les romans policiers. Hein. Voilà. Les suivants, voilà, il y en a 10. Hein. Et à eux 6, ils font 27,3 milliards. Donc finalement, c'est un 5e Big Four. Mais ils progressent tous. Hein. C'est ça qui est fabuleux. Ils progressent tous. Il n'y en a pas un qui est en régression. Au contraire, c'est des taux de progression. Si on regarde leur taux de progression, on dit il n'y a pas de crise, c'est pas possible. Hein. Donc tous les secteurs de l'économie sont représentés et j'ai insisté sur le secteur public. Alors ils ne donnent pas tous la répartition des différents secteurs, mais Deloitte le donne. Donc vous voyez, Deloitte, ça fait 13,2% de leur chiffre d'affaires, c'est dans le secteur public. Et donc si tu peux aller sur la prochaine, si on extrapole les données Deloitte aux autres, ça veut dire qu'ils font presque 18 milliards dans le secteur public. Alors le secteur public, hein, c'est les administrations, les ministères, l'assistance publique en France qui gère tous les hôpitaux publics, ils interviennent dans tous les domaines, les régions. Voilà. Et puis il n'y a pas que le pouvoir financier qui joue avec lequel ils jouent aussi avec la politique. Ils écrivent des lois. Ah bah, voilà, on a des exemples en Belgique, je n'ai pas apporté ça avec moi, mais ils ont tenu la main du législateur. Hein. Ah oui, 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 oui. Ils font les lois, ils font l'exécutif, ils font les juges et ils financent. Il ne manque plus que les cours d'arbitrage supranational et le tour sera joué. Ça pourrait sembler un peu caricatural, mais tout ça est une réalité. Hein. Mais qui est totalement méconnu par le citoyen. Totalement. Et d'ailleurs, on en parle très très peu. On préfère parler de tel individu, ou de telle boîte, et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Regardez une boîte comme Monsanto. Tous les mouvements... finalement, Monsanto, maintenant, quand on parle de Monsanto, tout le monde connaît quand même, hein, et puis avec une réputation. Et les Big Four, ils font largement pire. Hein. Ils font largement pire. C'est 1000 milliards d'euros d'évasion fiscale récurrent chaque année. Pour la France, c'est 80 milliards. Le déficit budgétaire 2017 de la France était 67,7.
quand vous prenez les budgets de la défense, surtout de l'éducation, vous vous dites tous les problèmes sont réglés. Et là, on parle de ce qui est à peu près mesurable. Mais depuis la crise financière, comment dirais-je, la finance de l'ombre, elle s'est considérablement renforcée. Donc, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a un bouquin qui est sorti là-dessus, sur la finance de l'ombre, un Suisse. C'était un mec qui avait été directeur d'un fonds d'investissement très très important. Il a commencé à écrire un bouquin avec une journaliste économique suisse. Je cherche en même temps le nom du bouquin, mais je ne le retrouve pas. Le mec, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi il s'est suicidé. Et donc, c'est la journaliste qui a continué le bouquin. Et ben, quand on lit ça, on se dit qu'effectivement, une autre crise va sans doute se produire. Et donc, quel est leur rôle dans la finance de l'ombre? Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Alors, en fait, je me suis dit simplement comment on peut essayer de traquer l'évasion fiscale. Quel est l'indicateur qu'il faudrait suivre? Alors, comme c'est une boîte tentaculaire, je me suis dit, finalement, il faut regarder leurs effectifs et aller chercher leurs effectifs dans chacun des pays. Et puis se dire, est-ce que leurs effectifs dans les pays est cohérent avec le niveau d'activité économique du pays? Donc prenons le PIB et la population active, et puis regardons les effectifs des pays. Prenons deux pays qui n'ont pas la réputation d'être des paradis fiscaux, même s'ils ne sont pas exempts de reproches, l'Allemagne et la France, qui sont quand même la 4e et 6e puissance économique mondiale, et qui, à elles deux réunies, sont 3e devant le Japon. Et prenons ça comme déterminons le nombre de Big Four dans ces deux pays par rapport au PIB et par rapport à la population active. Et puis après, regardons dans tous les autres pays et européens et dans les paradis fiscaux qui sont en Europe ou hors Europe, regardons quel est le ratio des effectifs présents dans ces pays-là, et notamment les paradis fiscaux, et mesurons ce ratio versus la population active versus le PIB par rapport au ratio mesuré pour la France et l'Allemagne. Et comme ça, je me suis dit, on va dégager de manière concrète la surprésence ou le sureffectif de ces Big Four dans les paradis fiscaux. Alors, c'est absolument sidérant. Hein. Sur 40 paradis fiscaux, les effectifs Big Four, c'est 225 000 pour simplifier, et la surreprésentation, elle est à 125 000. Dans le même temps, c'est difficile d'avoir des statistiques, mais si vous vous essayez de comprendre les effectifs des administrations fiscales de chacun des principaux pays, vous constatez déjà qu'ils sont tous en chute libre. Donc, d'un côté, vous avez les Big Four et ceux qui les suivent, qui se renforcent considérablement, qui augmentent leur chiffre d'affaires, et puis les États qui sont pillés par ces mêmes Big Four, qui eux, si vous êtes volé, vous avez tendance à prendre des mesures de sécurité. Non, là au contraire, on enlève toutes les défenses. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'hypocrisie est manifeste. Et la complicité est évidente. Enfin, je ne vois pas comment on peut envisager les choses autrement. Je voulais donner la petite fiche sur les quelques exemples pour montrer, c'est pas technique du tout, à quel point ils interviennent dans tous les secteurs. En plus, c'est marrant. Et puis après, je vais donner la parole
à mon compère. Il ne va plus rien lui rester à dire. C'est bien, je m'apprête à lui dire de Peut-être parler clôturer et il est prêt à clôturer. Ouais. des 11 points sur le. Non, attends, je voudrais parler de... pour montrer à quel point ils sont omniprésents. Tu sais, le Vatican et tout ça. Ouais. Le Vatican. Celui-là, là. Ouais. Voilà, quelques exemples pour montrer leur omniprésence et leur omnipotence. Complètement divers. Libéria, il y a eu des élections, enfin il y a eu la guerre avant que les élections qui ont abouti à l'élection de l'ex-footballeur George Weah. Il y a eu la guerre. À la fin de la guerre, au Libéria, une guerre atroce, la présidente, c'est la première femme présidente du pays dans un pays africain. PWC, qui était présent avant la guerre, revient immédiatement dès que la paix est instaurée et procède à l'inauguration de ces nouveaux bureaux. Et qui c'est qui vient inaugurer le bâtiment? La présidente du pays. Deuxième exemple, le Kenya. Le Kenya, il y a eu des élections récentes qui finalement ont mal tourné. Eh bien, le gouvernement s'est dit on va quand même s'assurer que les listes électorales, sur les listes électorales, il n'y a pas trop de morts, qu'on pourrait faire voter. À qui il confie l'audit des listes électorales? Il le confie à KPMG. France Stratégie en France, c'est bien connu, puisque c'est un établissement public qui est chargé de promouvoir la France dans les relations commerciales. Sa patronne, c'était Muriel Pénicaud, devenue ministre du Travail. Elle était déjà pro-Macron avant qu'il soit président, il était ministre de l'économie. Monsieur Macron veut faire un grand show à Las Vegas, un salon de start-up, etc., etc. Bref, ça coûte très cher et elle enfreint les règles de comptabilité publique en matière d'engagement de dépenses. Donc elle essaie de sortir de ça. Et qui missionne-t-elle pour auditer, pour savoir si les règles de comptabilité publique et d'engagement de dépenses ont été respectées? EY, Ernst & Young. Alors qu'il y a quand même la Cour des comptes, il y a suffisamment d'experts pour... Non, ils ne sont pas forcément les plus qualifiés en matière de comptabilité publique. Hein. La Coupe du Monde de rugby en 2023 qui va se dérouler en France, Deloitte, il a pondu un rapport pour expliquer que ça allait avoir des retombées de plusieurs milliards en France si la France avait la Coupe. Et d'ailleurs, elle l'a eu. Ça sera en 2023. Alors là, Luxembourg, je crois que c'est absolument incroyable. Je ne sais pas, et je suis en train de constituer un dossier, mais je crois qu'il n'y a plus de différence entre le gouvernement en place et les Big Four. Ils font le budget. Hein. Ils font le budget. Avant, c'était McKinsey qui l'avait fait, un cabinet de stratégie. Voilà, toutes les inaugurations des nouveaux bâtiments dont je vous parlais tout à l'heure, les ministres sont là, etc. Alors le Vatican, ça c'est croquignolé, parce que même le Vatican, il utilise les Big Four. Hein, KPMG, ils y sont tous passés. Apparemment, c'est difficile au Vatican d'avoir des missions qui vont durer pour l'éternité. Ils les font tous valser, mais ils y sont tous passés. Un autre paradis fiscal qui est l'île Maurice. Ah oui, hein, ça c'est un paradis fiscal assez significatif. Et bien là, vous trouvez, en cherchant bien, une délibération du Conseil des ministres avec le Premier ministre qui lit le rapport de PwC sur la réorganisation des transports. Et voilà, donc on va faire ce que PwC nous a dit de faire. On peut multiplier vraiment tous les exemples à l'infini. Donc ça montre bien qu'ils ont largement dépassé leur rôle initial d'auditeur et de commissaire aux comptes. Ils sont allés
bien au-delà, mais ils s'abritent derrière ça. Quand vous allez sur leur site, c'est rare qu'ils prononcent le mot profit, hein. C'est très rare. Mais en revanche, éthique, valeur, engagement, ils mesurent l'empreinte. Ce sont des écologistes avant l'heure, ils mesurent l'empreinte carbone de tous leurs collaborateurs, hein. Voilà. Alors, je laisse la parole à mon collègue. Bien, d'abord je voudrais remercier toute cette introduction parce que je crois que je n'ai plus grand chose à dire, ou en tout cas à peut-être pousser quelques autres points. Bon, moi j'avais aussi un peu préparé, enfin on a échangé quand même avant pour voir où on allait, et donc j'espère ne pas trop vous tenir la jambe. Donc moi, mon problème, c'était plutôt que, d'abord je me présente un tout petit peu, vous comprendrez mieux pourquoi je parle comme ça. Donc en fait, je suis plutôt enseignant de formation. Numéro 2, donc je n'ai jamais fréquenté directement ces milieux, mais j'ai eu la chance quand même de rencontrer avec Pierre, via Kairos Europe, les fondateurs de Tax Justice Network, et j'ai quand même, avec Kairos Europe, nous avons été membres fondateurs de Tax Justice Network International, qui jusqu'à l'an passé agissait à la place, maintenant c'est Global Alliance for Tax Justice. Donc c'était un rassemblement international qui s'est formé à partir de Porto Alegre, des forums sociaux mondiaux, et donc il y avait John Christensen, Richard Murphy, de KPMG, et il y a eu régulièrement des universités d'été organisées par Premsika, dont on a parlé là tout à l'heure, et moi j'ai été un peu comme élève pour apprendre les choses, et j'ai essayé de rassembler, et plus j'avançais, plus je voyais qu'une série de choses étaient très convergentes, et donc je vais d'ailleurs même essayer d'en parler un tout petit peu. Alors, à partir de là, nous avons aussi travaillé avec Pierre au réseau Justice Fiscale, et nous avons un bulletin qui est le courrier de Kairos Europe. Vous pouvez laisser votre nom et adresse et vous recevrez gratuitement ce courrier, mais il y a aussi un certain nombre de documentations. Je recommande spécialement donc ce dossier ici, Taxez-nous si vous pouvez. C'est donc Tax Justice Network International et donc John Christensen et Richard Murphy qui ont écrit cela, et nous avons traduit ça ici en français pour, d'ailleurs ça a été pris pour Attaque France, etc. Ça a été diffusé assez largement dans la zone francophone. Alors maintenant, moi je vois le problème plus sous l'aspect d'une espèce d'industrie dont on a parlé, mais où il y a donc notamment les bureaux d'audit. Enfin, ils sont très importants, je ne vais pas le minimiser. Puis, il me semble quand même que les fuites ont fait avancer quand même un peu la prise de conscience des gens. Il y a quand même ici un certain nombre de gens. Je suis sûr que si on avait fait une réunion sur les bureaux d'audit il y a 5 ans, il n'y aurait eu personne. L'Union européenne, on peut discuter, il y a quand même une affiche de lutte contre l'évasion fiscale. On verra ce qu'il y a dedans, beaucoup de choses ont été dites. Et puis surtout, quelle stratégie, quelles actions à mener, ça c'est tout aussi important, parce que c'est très bien de faire une réunion comme ceci, mais s'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a rien qui va un peu au-delà, autant aller se coucher. Je préfère, il y avait la télévision ce soir, c'était très bien. Alors, l'industrie de l'évasion fiscale, selon quand même justement des gens comme Murphy, Christensen et tout ça, eux, ils font une chaîne. D'un côté, il y a les bureaux d'avocats, de l'autre côté, il y a les banques et gestionnaires de fortune, parce que maintenant, dans les grandes banques, vous avez toujours une section gestion de fortune, c'est-à-dire que si vous avez au moins 1 million d'euros à placer, plaçable, vous pouvez entrer dans ce type de bureau.
Et puis vous avez les bureaux d'audit dont notamment tout ce qu'on a parlé et que je ne renie pas, bien entendu. Et je ne peux qu'admirer le travail énorme qui a été fait ici, parce que c'est quand même une masse de choses qui a été vraiment collectée. Ici, moi je donne quelques petits cacahuètes. Alors, ils ont un rôle, et pour moi, il y a une espèce de chaîne. C'est-à-dire que quand même, les avocats sont plus au départ quand même tournés sur les aspects de légalité et peuvent essayer de trouver des jonctions entre le pays de départ et le pays d'arrivée, orientés vers les banques et vers les cabinets d'audit, mais toujours dans toute légalité. Le numéro 2, les cabinets d'audit, audit et révision de bilan. C'est ça la fonction fondamentale. Donc, une société a un bilan à déposer et elle doit faire réviser ses comptes. Oui. Et donc ça, c'est le rôle fondamental joué normalement par le bureau d'audit. Donc en fait, c'est justement ça. L'intérêt extraordinaire, c'est qu'ils ont accès aux comptes. Donc, ils connaissent l'interlocuteur. Si vous me donnez votre compte en banque, je sais à peu près dire ce que vous voulez. Et à ce moment-là, je vous téléphonerai, je vous dirai faites ceci, faites cela, je vous harcèlerai éventuellement. Ou bien, je vous donnerai très gentiment des cacahuètes pour venir un peu prendre thé ou café avec moi. Bon. Donc, voilà un peu l'espèce de double système dans lequel on est et qui est vraiment central dans le cabinet d'audit. Et c'est pourquoi, moi, là, je vois très très bien un rôle central, évidemment, au cabinet d'audit. Et puis, une troisième chose, c'est que quand même, les banques doivent jouer aussi un rôle. Parce que les banques, elles doivent transférer les comptes. Elles doivent créer des sociétés écrans. C'est-à-dire que si on envoie quand même l'argent quelque part et qu'on ne veut pas trop se déclarer, il faut créer une société ailleurs pour laquelle cet argent va passer et faire effectivement le transfert de fonds. Alors, pour montrer quand même que les cabinets d'avocats ont de l'importance, dans une des affaires des révélations récentes qui s'appelle Appleby et qui était donc une fuite sur les Bermudes, eh bien donc Appleby, c'est le cabinet d'avocats. Pegasus Network a fait l'évaluation de tous les cabinets d'avocats anglais et qui étaient les plus grands, pardon, des firmes offshore. Et vous voyez les implantations. Alors vous verrez aux îles Caïmans, par exemple, ils sont presque tous. C'est la troisième colonne. Et puis à Guernsey, ils sont presque tous. Guernsey, c'est une île donc anglo-normande. Et donc, vous pouvez avoir une idée déjà que quand même, les cabinets d'avocats ont également une importance dans ce jeu. Et maintenant, j'ajoute une cartouche. Ici en Belgique, pas très loin d'ici, M. Afschridt est tout à fait le type de cabinet d'avocats qui pratique ce genre de choses. Il est présent à Hong Kong, au Luxembourg et encore à un autre endroit, enfin 4-5 endroits, mais voilà les plus clairs. Alors, les Big Four, ben, les voilà, 80% du chiffre mondial d'affaires d'audit, c'est en tout cas le chiffre que moi j'ai enregistré quelque part. Maintenant, on a parlé du rôle central et pourquoi sont-ils tellement respectés? Mais parce que justement, il y a une exigence qui vient d'où? De la part de l'actionnaire. L'actionnaire qui a mis son argent dans une entreprise, il demande des comptes. On doit lui donner des comptes. Donc, le monsieur de l'audit, c'est celui qui assure la respectabilité de la chose. Mais ça a une répercussion sur la bourse. Les valeurs en bourse vont monter ou descendre suivant que la respectabilité est vraiment réelle ou pas. Alors avec aussi toutes les entourloupes dont on a parlé abondamment, c'est-à-dire qu'une série de ces cabinets d'audit n'ont pas vu les faillites venir. Ça montre déjà bien qu'il y a quelque chose qui parfois cloche. Alors, une fois que vous connaissez les comptes, vous pouvez orienter vers
le moins-disant fiscal. Dans le langage néolibéral, l'optimisation fiscale, c'est le moins-disant fiscal. Personne ne peut être contre moins payer d'impôts. C'est logique. Donc, dans cette pensée qui est très présente et qui est vraiment le nœud de ces cabinets d'audit et d'avocats ou autre chose, voilà comment ça fonctionne. Les néolibéraux défendent la nécessité d'un allègement face au poids des impôts. Il faut séparer. Alors, ça, c'est la question. Est-ce qu'il ne faut pas vraiment séparer les fonctions? Richard Murphy, dans un rapport qu'il a remis au groupe Gouet à propos de la commission Panama Papers en juin, dont je vais parler un peu, dit qu'il faut séparer les fonctions. On ne doit pas continuer à permettre d'un côté d'avoir les bilans, les réviseurs aux comptes, et de l'autre côté, des gens qui peuvent conseiller au niveau fiscal. Je ne sais pas comment il pourrait l'envisager, mais enfin, c'est sa position. Alors on arrive à la question, est-ce que ce sont des intermédiaires, c'est le vocabulaire utilisé par la Commission européenne dans ces choses, est-ce que ce sont des intermédiaires, les cabinets d'avocats, ou est-ce que ce sont des fiscaux trafiquants? Alors ici vous avez les chiffres, malheureusement ils sont un peu écrasés, du personnel des Big Four. En fait, si vous additionnez la dernière ligne, vous avez à peu près 1 million de personnes qui sont employées. Ça rejoint les chiffres qui ont plus ou moins été évoqués tout à l'heure. Donc, sur toutes ces affaires, en gros, je n'ai pas beaucoup de choses. Ici, vous trouvez maintenant les sources de revenus. On a dit que les réviseurs aux comptes, ça rejoint les 3 catégories qui ont été mises en avant tout à l'heure. D'un côté, il y a ce qu'on peut appeler le réviseur aux comptes, proprement. Il y a les conseils ou consultances. C'est un peu toutes ces missions demandées par les États, notamment, pour analyser les maisons médicales, par exemple. Ici en Belgique, Magnus de Bloch demande à une maison d'audit de faire ça. Et puis, l'optimisation fiscale, qui occupe une place. Et Richard Murphy a calculé qu'au fond, de 1/4 à 1/5 des revenus des Big Four sont dans des conseils d'optimisation fiscale. Je lui laisse la responsabilité, c'est son rapport quand même de 40 pages qu'il a remis au groupe Gouet, donc à la commission. Alors, les Big Four dans les paradis fiscaux, ça c'est aussi dans ce même rapport. Donc il a fait un rapport entre le personnel des Big Four, le nombre de personnes qui travaillent dans les Big Four, et la population du territoire considéré. Et on voit que le Luxembourg est tout à fait en tête, et tous les pays qui sont en dessous sont tous pratiquement ce qu'on appellerait rapidement des paradis fiscaux. Donc vous avez les Caïmans, vous avez Malte, Chypre, l'Irlande évidemment, etc. La conclusion, ça rejoint tout à fait ce qui a été dit. Ces sociétés Big Four sont surreprésentées dans les paradis fiscaux, c'est ce qu'on vient de dire. Beaucoup de personnel par rapport à la population, en proportion. Leur présence est liée à l'existence d'une culture d'opacité. Dans le paradis fiscal, ils sont très contents qu'il y a un secret souvent, sur le secret des affaires, secret de tout. Il n'y a pas de contraintes. Et fiscalité favorable. Maintenant, moi je pose là différentes questions qu'on peut se poser. La fiscalité, pourquoi est-ce que ça fonctionne comme si mal? C'est parce que c'est du ressort national, alors que les entreprises clientes, avec la mondialisation, sont de plus en plus multinationales. Donc il y a au fond des espèces de trous entre les États. Si vous allez au Luxembourg, ce n'est pas la même législation. Si vous utilisez la législation du Luxembourg, eh bien, vous êtes parti, ça y est, vous êtes sauvé. Alors, le problème, c'est la question, est-ce que c'est juste? Où est le contrat de citoyenneté là-dedans? Où sont les droits et les devoirs? Et spécialement dans l'Union européenne, il y a quand même une espèce de rassemblement, je dirais, d'États. Comment peuvent-ils tenir
avec un dysfonctionnement pareil. Alors ici, il y a 2-3 chiffres qui sont avancés, c'est Zuckman dans ses études. 60% des bénéfices des multinationales sont dans des paradis fiscaux. Évidemment, les bureaux d'audit sont là derrière, mais aussi toute cette chaîne, les avocats et les choses. 10% pour l'Europe et un tiers pour l'Afrique. Donc, il y a intérêt, et c'est bien ça d'ailleurs l'affaire de Trump à l'heure actuelle, d'essayer de rapatrier ces fonds en diminuant le taux d'imposition des sociétés aux États-Unis. 60% des bénéfices américains sont dans les paradis fiscaux. Une autre vue, c'est ceci, c'est qui fraude proportionnellement, je dirais, aux taxes qui sont dues. Alors là aussi, c'est Zuckman qui avance ça. Lui, il a fait ça sur la Norvège et la Suède. Et alors on voit que pratiquement jusqu'au moment où on arrive dans les très très fortunés, en fait la fraude est comme en Norvège et Suède, qui est un pays assez éthique et respectable à ce titre, il y a peu de fraude jusque vraiment tout à fait la fin les plus riches. Mais c'est donc très intéressant, ça veut donc dire que les très riches savent se payer, trouvent des systèmes, et là, ça correspond à toute l'analyse qu'on a faite, c'est-à-dire que les bureaux d'audit sont là, les avocats sont là, et les banques également sont là pour les conseiller. Voilà, ça c'est... Alors maintenant, c'est un rappel. Bon, donc, en fait, pour moi, quand même, il y a eu un progrès avec les fuites. Ça veut dire qu'en fait, ce qui manque et ce qu'il faut, c'est des lanceurs d'alerte. Il faut des gens de l'intérieur qui disent « c'est comme ça que ça va ». Et ça n'est pas juste. Et donc, quand même, à ce moment-là, les gens, il y a eu quand même des petites conséquences. Par exemple, je dis 554 millions d'euros de pénalités au travers de diverses affaires de Mossack Fonseca. C'est peut-être rien, mais enfin, c'est déjà un petit quelque chose, un chouïa, une cacahuète. Alors, bon. Alors, maintenant, quelques fuites et quelques implications pour rappeler. L'affaire LuxLeaks, c'est vraiment le bureau d'audit PwC qui rédigeait des rulings, c'est-à-dire des réglementations qu'il allait soumettre pour diminuer les impôts, auprès du gouvernement luxembourgeois. C'était un système tout à fait organisé. Chaque semaine, on arrivait, je salue la bielle, chaque semaine, on allait déposer des rulings et ça durait une demi-journée pour les avaliser. Donc, PwC avait vraiment un système tout à fait organisé de dépôt des rulings. Alors, PwC a intimidé le personnel qui avait fait la fuite. On a fait des fouilles chez les gens, on les a convoqués, mari et femme, pour leur dire, écoutez, si vous continuez comme ça, si vous ne renoncez pas à votre affaire, donc même vous, la femme, vous en tirez les conséquences. Puis, notamment, on a fait une fouille au domicile, tout à fait illégale, au mépris du secret des sources des journalistes. Parce qu'il a été dit et demandé par PwC de chercher les documents liés à des transferts vers des journalistes. Et ça a été accepté par la police qui est allée sur place et qui a exécuté l'affaire. Et ce n'est qu'il y a 15 jours que récemment, il y a eu, semble-t-il, un changement d'orientation et que ça a été condamné par la justice française, donc de la Moselle, par là. Alors, maintenant, Appleby, attendez, parce que je crois... Oui. Les Panama Papers, je ne retiens que ça. Est-ce qu'il y a eu des intermédiaires et lesquels? Alors, si vous voyez, en quantité, donc il y a d'abord UBS, puis les Crédits Suisses, puis Trident, puis etc., Citibank,
et puis on continue, et vous avez Société Générale, Deloitte est là, etc. Donc ça montre bien cette jonction aussi entre les banques et, je dirais, les cabinets d'audit qui sont de fait plus dans l'élaboration. Alors, Appleby, une des dernières fuites, c'est quand même une firme de nouveau d'avocats, comme il y a eu Mossack Fonseca pour le Panama. Alors, elle est très ancienne, elle n'est pas du tout qualifiée de firme voyou, c'est une firme au contraire qui a reçu un prix et qui est citée comme membre du Offshore Magic Circle. Et les clients, c'est les princesses, c'est Elisabeth II, c'est stars, ministres, 700 envoyés dans le monde. Lien tout à fait prouvé avec les bureaux d'audit. Lien aussi avec les banques. Alors, à un contrôle interne de principes et de formations. Avec d'ailleurs quelqu'un qui vient, je dirais, de milieu très formé. Et donc, on prend de fait des renseignements et on avalise la conformité des clients. Et donc, Appleby, c'est bien un peu le système. Alors, bon, maintenant, moi j'arrive un peu à essayer d'atterrir dans tout ça. Bon, il y a la réaction, au fond, au niveau européen. Je vais plutôt un peu développer ça. Il y a quand même, depuis une dizaine d'années, ça bouge un tout petit peu, quand même. Quand même, il y a une directive donc d'échange d'informations automatique. Il y a une TVA qui a été essayée de suivre des règles et qui va de nouveau d'ailleurs être réformée. Il y a des bilans comptables pays par pays pour les banques. Il y a des propositions sur les intermédiaires qui ont quand même été faites cet été, avec obligation de déclarer les montages. Bon, tout ça est blabla peut-être. Et puis en fait, il y a liste des paradis fiscaux, et là, c'est évidemment tout à fait rigolo. Il n'y a pas de paradis fiscaux dans l'Union européenne, et vous savez qu'elle a été vidée de 4 ou 5 pays depuis quelques semaines. Alors, je ne vais pas trop m'étendre, mais c'est quand même réel. L'échange automatique d'informations, c'est donc l'échange entre les banques et les administrations fiscales des pays sur des personnes qui ne sont pas dans le pays. Et donc, on envoie, mettons, à la Belgique, des gens qui auraient mis des fonds au Luxembourg et déclaration des comptes. Le seul problème, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, les administrations fiscales sont en réduction de personnel. Donc, que va-t-on faire de ces infos? Et là, il y a vraiment une vigilance, enfin, je dirais une pression à exercer. Et puis, il y a évidemment engager du personnel. Des chiffres que je retiens, c'est qu'en tout cas, c'était moins 20% du personnel en 6 ou 7 ans en Belgique. Et les chiffres dans toute l'Union européenne sont quasi les mêmes, un peu moins forts dans d'autres pays, dans quelques autres pays. Mais en Angleterre aussi, par exemple, c'est la même chose, c'est le même chiffre. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le CBCR, c'est-à-dire Country by Country Reporting, donc le bilan comptable pays par pays. Alors, jusqu'à présent, il est limité aux grosses banques, et il sera surtout limité. Ils ont accepté de l'étendre à toutes les entreprises, mais ils l'ont limité finalement à 2 à 3 000 entreprises pour toute l'Union européenne, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, il faut avoir un certain seuil et 750 millions d'euros. Et si on invoque le secret, un intérêt commercial, on peut y échapper. Donc, c'est clair que cette mesure a été vidée. Les sociétés écrans et bénéficiaires réels, il y a eu quelque chose qui a été adopté, mais rien sur les trusts. Les trusts, ce sont des espèces de sociétés créées surtout dans le monde anglo-saxon et qui servent, par exemple, à léguer à sa fille quelque chose pour que ce ne soit pas taxé
ou etc. Alors, la dernière affaire qui est complètement bloquée, elle, c'est ce qu'on peut appeler la taxation unitaire des sociétés. Et là, avec l'impôt minimum, là, il y a un véritable blocage. Et je crois qu'on peut l'expliquer parce que l'Union européenne, il y a l'Union du Nord, des pays nordiques, il y a l'Union des pays de l'Est qui sont sortis d'un système dirigiste, entre guillemets, et les pays du Sud qui ont également d'autres problèmes parce qu'ils sont marginaux, je dirais, au niveau de toute une série de choses. Alors, maintenant, il y a quand même une proposition de la Commission, et la Commission a dit donc récemment en juin 2017, attention, elle n'est pas en proposition, donc elle doit encore passer à toutes sortes de niveaux, toute personne qui conçoit ou promeut un montage susceptible de réduire la charge fiscale ou de cacher de l'argent offshore doit communiquer celui-ci. Et dans les 5 jours, après l'avoir transmis au client, à transmettre au fisc avant même utilisation. Donc les bureaux d'audit vont devoir en tout cas faire quelque chose vis-à-vis de ça. Maintenant, je dis, c'est encore une proposition. Hein. Alors, si l'intermédiaire est hors Union européenne, ce sera même aux contribuables à avertir le fisc. Alors là, les bureaux d'audit ont levé les yeux au ciel, ils ont dit, mais vous imaginez, ça veut donc dire que les contribuables vont se méfier de ce que nous avons fait et donc ils vont nous mettre en doute notre respectabilité. Alors voilà, je terminais là-dessus, mais je n'avais pas eu connaissance des, des réflexions de Christian. Les Big Four recruteront en Belgique 1800 personnes, dont plus de 1000 nouveaux diplômés, et c'était dans l'écho, évidemment, comme une nouvelle extraordinaire. Alors, la stratégie et les actions. Moi, je pense qu'il y a 2 directions. La première, c'est la dénonciation et donc l'information. Et c'est vrai que c'est vraiment, moi je crois, un peu, c'est déjà plus complexe, c'est déjà plus compliqué. Et puis derrière, donc, et puis le poids des médias actuels. La dénonciation, on pourrait quand même trouver plusieurs pistes. Il y a notamment l'action Tam-Tam, dont je me permets de vous parler, qui va réunir divers groupes qui veulent critiquer le gouvernement Michel. Et là, il y aura toute une partie sur la fiscalité. On peut très bien imaginer là-dedans qu'un vecteur soit notamment toute cette analyse, cette critique des bureaux d'audit. La deuxième, c'est qu'il y a une taxe Justice Day organisée par les réseaux justice fiscale et Fan Financial Axi Network, donc en connexion nord et sud du pays. Et donc là, il y a Christine Mailly qui a lancé cette idée que Christine Mailly, c'est la personne donc, qui s'occupe beaucoup de la pauvreté en Belgique. Et donc elle a énoncé l'idée qu'en voyant Goffin, c'est le Michel Goffin, non le tennisman. David Goffin, qui s'est proclamé installé à Monaco. Elle a trouvé qu'elle allait rendre sa médaille, parce qu'elle est décorée plus ou moins de services rendus à la patrie. Alors, à partir de là, on s'est dit, il y a peut-être des choses à pousser là-dedans. Moi, je pense que peut-être quelque chose de tout ça pourrait remonter là-dedans. Et puis, il y a une troisième idée, en tout cas de mon côté, c'est faire un tour de Bruxelles, comme on a déjà fait avec le réseau justice fiscale, c'est-à-dire s'inscrire dans une espèce de dimension. Pourquoi ne pas essayer? Donc, on loue un autocar, on essaye d'avoir des gens, et on va devant une série d'endroits. On va devant PwC, on va devant Ernst & Young. Et donc, à chaque fois, on dépose peut-être une lettre ou quelque chose, où on déploie des banderoles aussi et tout ça.
Et donc, on peut sûrement essayer de contacter des syndicats, des ONG dans ce sens-là. Moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait marcher, en ce sens que il y a déjà un tour des lobbying ici à Bruxelles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. CEO. Voilà. Corporate European Observatory organise chaque année un tour de Bruxelles en autocar avec une espèce de note qui explique aux gens et qui leur fait comprendre que voilà, ici tel lobbyeur, ici tel lobbyeur, voilà tel problème, où est-ce qu'ils sont, etc., etc. Maintenant, je termine aussi sur des principes. Je crois que là-dedans, il y a vraiment un problème de le moins-disant fiscal. Ça, c'est très, très libéral. Alors, c'est tellement à la mode que, par exemple, ici, vous aviez un supplément de la Libre Belgique avec des pages entières consacrées le contribuable a des droits. On ne parle pas des devoirs, évidemment. Et donc, M. Afschritt a 2 pages entières là-dedans. C'est pour vous montrer, ça ne fait que... Mais, enfin, voilà, moi, c'est... Alors, j'ai déjà vu un peu M. Afschritt en direct, j'ai pu constater combien, je dirais, il a un site, hein, vous pouvez aller sur afschritt.com, vous verrez les beautés qu'il défend. Bon, donc, c'est peut-être un peu là-dessus. Et alors, c'est le problème, je crois. Il y a vraiment un problème de savoir si donc, il ne faut pas un code de conduite. Et le code de conduite serait que tous ces montages, un peu comme l'Union européenne le dit, soient transférés et publics et transparents. Au moins, tout le monde pourrait savoir. Et numéro 2, il y a un principe. Normalement, me semble-t-il, la taxe doit être prise là où l'activité se passe, l'activité réelle, où le bénéfice, enfin, la chose se passe, enfin, et pas dans une construction qui fait partir, je dirais, les choses. Évidemment, c'est tout à fait à l'opposé, je dirais, du discours de ces Big Four. Alors, pour vous dire quand même, M. Richard Murphy, déjà il y a 10 ans, a publié ça, notamment dans le cadre, je dirais, de la ABA, qui était donc le groupement de M. Premsika, Code de conduite pour la taxation. Et donc là-dedans, il dit un peu cette affaire, créer, taxer là où se crée la valeur. Maintenant, j'ajoute aussi le minimum fiscal, parce que ça, c'est une autre affaire. Donc il y a finalement des sociétés qui ne paient presque pas d'impôts, tellement il y a eu des incitants et tout ça. Donc ça ne touche pas le problème de l'évasion fiscale directement, ça peut être à l'intérieur d'un pays. Le pays accorde tellement de faveurs que finalement il ne paie pas d'impôts. Ça n'est pas normal que quelqu'un qui bénéficie d'infrastructures, qui bénéficie de la formation de personnel et donc de tous les vecteurs d'éducation, des universités et tout ça. Les sociétés bénéficient de ça quand elles s'installent dans un pays. Donc elles doivent payer quelque chose pour bénéficier de tout cela. Ajoutons encore qu'ils bénéficient de la paix sociale s'il y a une certaine sécurité sociale. Donc ça me paraît 3 éléments très importants pour justifier qu'il y a un minimum fiscal et puis qu'il y a des sortes de droits et devoirs, si on peut dire, entre, je dirais, les gens qui sont dans une société et le moins-disant fiscal. Donc l'impôt est une contribution et pas une imposition. C'est aussi une question de vocabulaire. L'impôt doit être progressif suivant les capacités de chacun. Il doit répondre aux nécessités d'une société qui assure un développement commun de l'enseignement, de la santé, de la justice. Mais cela vaut aussi pour les entreprises. Il faut des infrastructures adaptées. Qui va les payer? Il faut la paix sociale. Qui va la payer? Il faut un soutien à la recherche et à l'innovation. Qui va la payer?
le contribuable, c'est-à-dire finalement l'État. Voilà. Voilà.